Depuis les plus tendres années du GAN, on a fait des pièces de théâtre de la Megillah, on s'est déguisé dans tous les personnages de la Megillah. Eh bien, on connaît tellement Purim qu'on a complètement oublié ce qu'était Purim. Et nous sommes avec le Rav Eitan Fison. Rav Fison, bonjour. Bonjour. Je sais que vous avez pris quelques minutes sur un cours que vous êtes en train de donner, donc merci de nous consacrer quelques minutes pour parler de Purim. Alors, on ne va pas parler du Purim d'un point de vue halachique, ça on l'a déjà fait. On va essayer de replacer Purim dans son contexte historique. Et alors, Rav Fison, c'est vrai que pour Hanouka, on sait plus ou moins lorsque ça s'est passé. Purim, c'est un peu plus compliqué. On a du mal à situer dans l'histoire quand Purim s'est passé. Eh bien oui, tout à fait. On a du mal de se rappeler quand est-ce que Purim se déroule, pour une raison simple. C'est parce qu'on connaît beaucoup mieux Purim a priori que Hanouka. Dans la mesure où depuis les plus tendres années du GAN, eh bien, on a fait des pièces de théâtre de la Megillah, on s'est déguisé dans tous les personnages de la Megillah. Et donc, eh bien, on connaît tellement Purim qu'on a complètement oublié ce qu'était Purim. C'est-à-dire qu'avant d'être une pièce de théâtre, eh bien, Purim était bel et bien une véritable histoire qui s'est passée à un moment donné, à un endroit donné. Et c'est pour ça qu'il faut absolument la remettre dans son contexte pour mieux en comprendre eh bien, la portée au niveau du message de la Torah. Alors, est-ce qu'on sait plus ou moins quand même, est-ce qu'on sait plus ou moins, Rav Fison, quand c'est Purim? Est-ce qu'on a une idée? On sait plus que moins. On sait beaucoup plus que moins. D'accord. On sait plus ou moins d'ailleurs très très bien. Puisque lorsqu'on ouvre la Megillah, eh bien on nous dit « Vayehi bimei Achashverosh ». Donc on peut déjà pointer du doigt en sachant que ça se passe sous le règne d'Achashverosh Assuérus. Assuérus, dans la culture mondiale, on le connaît plus sous son nom grec, il s'appelle Xerxès. Et là, eh bien, c'est très facile de le resituer. À ce moment-là, eh bien, nous comprendrons que Xerxès arrive à la toute fin, si vous voulez, du 5e siècle avant l'ère chrétienne. Nous sommes dans les années, si vous voulez, fin des années moins 500, début des années moins 490. Alors, donc, on est dans ces années-là, et on est dans l'Empire perse. Alors voilà, on se rappelle qu'en l'an moins 586, eh bien, en l'an moins 586, il y a eu la destruction du premier Beth Amikdash par Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Ensuite, Babylone va être le patron du monde pendant 52 ans, et ensuite viendra l'Empire perse. Une guerre qui va opposer la Perse à la Babylonie. Les Perses vont gagner et vont devenir les patrons plus ou moins du monde. Et c'est sous cet Empire perse, qui donc commence plus ou moins dans les années moins 520, eh bien qu'on va commencer à retrouver des personnages comme Assuérus, comme Koresh avant lui, comme Darius, et ces noms-là eh bien, sont intéressants, parce que le roi Cyrus, le roi de Perse, qui va agrandir l'Empire perse, qui va être un roi d'une puissance et d'un royaume qui va s'étendre de la Babylonie jusqu'à la Turquie actuelle, donc c'est quelque chose d'assez grand pour l'époque, eh bien, Koresh va faire une déclaration Koresh, la déclaration Cyrus, dans laquelle il invite tous les peuples qui ont été emmenés en exil par les Babyloniens, de revenir chez eux et de reconstruire leur temple. Cette déclaration, nous l'avons retrouvée au niveau archéologique. Nous l'avons, elle est visible sur Internet. Vous tapez déclaration de Cyrus, code de Cyrus, codex de Cyrus, vous le trouverez, ou alors en hébreu, Hatzarat Koresh. C'est un cylindre d'argile sur lequel est gravée la déclaration en elle-même. Ce qui est très intéressant, plus qu'intéressant, même incroyable, c'est que eh bien, nous l'avons retrouvée alors qu'elle était mentionnée déjà dans le livre de Ezra, dans les prophètes du Tanakh. Et donc, Koresh donne la permission aux Juifs, entre autres, j'ai dit, il donne la permission à tous les peuples, mais entre autres aux Juifs, de partir de Babylone, de Perse, et de revenir s'installer à Jérusalem. D'accord. Est-ce que ça suffit, me direz-vous? Eh bien non. Il y a non seulement la permission des nations, il y a également un envoyé de Dieu qui nous dit qu'il faut partir. Il s'appelle le prophète Haggai.
Et il y a en plus de ça un descendant direct de David Ameler qui s'appelle Zerubbabel ben Shaltiel. Tout est mis en place pour qu'on retourne en Israël. D'ailleurs, ce Zerubbabel, on le connaît bien dans la chanson de Hanouka. Ouais. Lorsqu'on dit Maoz Tzur, on dit Ketz Bavel, Zerubbabel. Eh bien, c'est lui. D'accord. Le problème, Donc une partie quand même du peuple va se rendre en Israël. ben oui, mais c'est une toute petite partie. D'accord. Une toute petite partie infime qui revient avec Zerubbabel, comme si, lorsque les portes d'Eretz Israël s'ouvraient, eh bien, une grande partie des Juifs décidaient de rester en exil. D'accord. Toute ressemblance avec une situation actuelle serait évidemment purement fortuite et involontaire. Bien sûr. Bien évidemment. Alors, la grande partie du peuple reste en exil dans le royaume de Perse. C'est Voilà. bien. Alors, pas seulement dans le royaume de Perse, dans tout ce qui était la Babylonie à l'époque, la Perse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des Juifs à Shushan Abira, on a encore des Juifs dans d'autres villes qui étaient dans le bassin de la Mésopotamie, mais effectivement, Shushan Suse devenant la capitale de l'Empire, eh bien, énormément de Juifs vont s'y diriger pour le business, pour les affaires et ainsi de suite. Et c'est dans ce contexte-là qu'apparaît Assuérus. Mais Assuérus, excusez-moi, la Megillah nous présente ce roi comme étant seulement à la 3e année de son règne. On ne nous parle pas des 2 premières années de son règne. On commence la Megillah à la 3e année de son règne. Et on voit que dans tout le premier chapitre, il va faire l'étalage de toute sa puissance. Il fait un michté de 6 mois. Mais la question qu'on doit se poser, c'est pour qui fait-il ce michté? Eh bien, il fait ce michté pour tous ses vassaux, pour tous les roitelets des différents pays qui l'entourent. Et 124 provinces. Voilà, des 127 provinces. 127, des 127 provinces. Mais pourquoi il fait ça? Simplement pour montrer sa puissance? Pas du tout. Dans tout le monde antique, lorsqu'un empereur fait l'étalage de sa puissance devant ses vassaux, c'est pour les fédérer pour partir en guerre. Et c'est effectivement ce qui se passe. À cette époque-là, eh bien, notre ami, entre guillemets, Assuérus, va réunir ses troupes pour ce qu'on appelle la 2e grande guerre médique. Il part en guerre contre la Grèce. Alors, est-ce que vous avez des preuves sur ça? Ce n'est pas encore l'Empire grec d'Alexandre le Grand. Mais est-ce qu'on a des preuves historiques sur ça? Oui, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Assuérus, Xerxès, vous avez peut-être vu le film 300, dans lequel on le voit se battre contre les guerriers spartiates dans le combat des Thermopyles. Il y avait eu auparavant le combat de Marathon. Ce sont des combats qui ont été largement, on a écrit beaucoup sur eux, et on a retrouvé également plein de vestiges archéologiques. Il sera incroyable de souligner que le général en chef du combat des Thermopyles, du combat du film 300, où eh bien, Xerxès va battre le roi spartiate Léonidas Ier, eh bien, le général de l'armée perse de Assuérus n'est d'autre que Mordor. Ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle... Eh oui, et ça fait référence à ce que nous dit le Talmud dans le traité de Megillah, que Mordechai était Sar Giyasot Shel Achashverosh, qu'il était chef d'armée de Achashverosh. Mais attendez, donc Mordechai, c'était avant tout, avant son rôle qu'il a joué dans l'affaire de Purim, c'était avant tout un militaire, en fait. C'était un militaire, c'était un homme extrêmement impliqué dans le monde perse. Ça ne remet pas en cause sa possibilité d'être également un Talmid Chacham, mais également un grand sadique. Mais il était, vous savez, comme on pouvait, par exemple, trouver, on a eu dans l'histoire des gens comme ça, dans l'histoire plus moderne, si je nous amène, par exemple, au XIIe siècle, au XIe siècle, eh bien, vous avez un homme qui s'appelle Rabbi Shemuel Hanagid. Rabbi Shemuel Hanagid, un des plus grands maîtres de ce qu'on appelle Chachmei Sepharad, eh bien, il est le général en chef des armées de cette époque-là, en Espagne. Et donc, ça n'empêche pas d'être en plus Rabbi Shmuel Hanagid. Donc, Mordechai est un chef de guerre. La guerre va durer 4 ans, à tel point que le 2e chapitre de la Megillah se passe la 7e année du règne d'Achashverosh. Entre le 1er et le 2e chapitre, s'est écoulé 2 secondes. Dans l'histoire, s'est écoulé 4 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 années? Bien, il y a eu la guerre. C'est une guerre terrible, je vous ai dit, qui va opposer la Perse à la Grèce, qui va être perdue par les Perses. En d'autres termes, Achashverosh est présenté dans le premier chapitre comme étant l'empereur du monde, il est tellement puissant. Dans le 2e chapitre, ce n'est plus du tout le même. C'est un Achashverosh brisé, c'est un Achashverosh qu'on peut manipuler.
vous remarquez comment il se fait manipuler facilement par Aman. Vous remarquez comment, on ne le voit plus sortir des frontières de Shushan Abira, comme s'il n'avait plus l'influence qu'il avait dans le premier chapitre. Eh bien, évidemment, il a perdu la guerre, il est la risée, peut-être, du monde antique. Et donc, à partir de ce moment-là, toute l'histoire se concentre à l'intérieur des frontières du royaume. Mais attendez, si dans le premier chapitre, on est au top, et qu'on fait inviter également au deuxième Mishté qui se concentre sur Shushan, les gens de Shushan, c'est dans ce deuxième Mishté que vont être invités tous les Juifs de la ville. Mordechai, nous disent nos sages, était Mashke Baseouda. Ouais. C'est lui qui vérifiait que tous les repas étaient bien kasher la méhadrine pour les Juifs. D'accord. Autant vous dire qu'avant la guerre, la situation des Juifs de Perse, c'est comme un certain documentaire qui était passé à la télévision française, Heureux comme un Juif en France, dans les années du début du XXe siècle. Tout va bien. On est après l'affaire Dreyfus, c'est une malheureuse affaire, malencontreuse. Maintenant, ça y est, les Juifs sont complètement intégrés, sont complètement à l'intérieur du système. Imaginez-vous, on va même arriver à un moment où le chef de l'État français sera un Juif, Léon Blum. Ouais. Ah, c'est la folie de la folie. Ouais. Seulement, lorsque tout va mal, lorsqu'on a perdu la guerre, encore une fois, toute ressemblance avec un cas actuel, évidemment, serait fortuit, involontaire. Mais lorsque tout va mal, qu'on a perdu la guerre, on cherche un responsable, un bouc émissaire. Ouais, on va devoir terminer très rapidement. Oui, alors, on cherche un bouc émissaire, je termine, qui n'a rien à voir avec la réalité historique, car Mordechai, on a dit, a gagné ses combats, mais Zélo Méchané va commencer à dire qu'on a perdu la guerre à cause d'eux. Et à partir du deuxième chapitre de la Megillah, on va mettre en scène dans le troisième Aman, on va commencer à parler du décret. Et comme de par hasard, il y a une facilité déconcertante à mettre toutes les fautes du monde sur le peuple juif pour les mettre dans ce danger qu'on connaît très bien. Alors, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Juste pour terminer, je crois que une chose importante, c'est vraiment, en fait, la facilité avec laquelle le roi se fait convaincre de s'en prendre aux Juifs. Et en fait, vous nous l'expliquez par le fait que, justement, il a perdu toute sa force, en fait. Il a non seulement perdu toute sa force, et en plus se réveille en lui, dans la douleur, les vieux démons de l'antisémitisme. Ne croyez pas que le méchant de l'histoire, ce n'est que Aman. Achashverosh est tout aussi rachat que Aman. Et lorsque tout va mal, il n'y a aucun problème de mettre le doigt accusateur sur ceux qui, jadis, ont amené la fortune à ce royaume, ont amené la prospérité. Aujourd'hui, on va les pointer du doigt comme étant les responsables de tous les problèmes. Voilà, comme vous l'avez dit, toute ressemblance avec des cas déjà existants. La solution de la Megillat Esther, c'est la suite historique de ce livre. Quelle est la suite de la Megillah ? C'est le livre de Ezra et Néhémia, avec cette fois le retour en Israël, la reconstruction du Beth Amikdash, pour que là aussi, ce soit une ressemblance avec ce qui nous arrive. Amen. Merci beaucoup, Rav Fison, d'avoir été ce matin avec nous. Chag Sameach, Purim Sameach.